Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout, la dernière de la saison. Alors, ici André Pelchat, en compagnie toujours de Charles Daigneault. Bonsoir, Charles. Bonsoir, André. Alors, ce soir, on a deux sujets qui n'ont absolument rien à voir ensemble. Ça arrive souvent. Sauf que les deux, nous avons nous faire sourire assez souvent. Toi, tu vas nous parler des prix Ig Nobel 2021. Vous expliquer un petit peu, rappeler aussi c'est quoi les prix Ig Nobel. Puis moi, je vais parler d'un des sujets les plus populaires quand je fais mes conférences, le procès de Lili Saint-Cyr. Oh, préparez-vous aux chastes oreilles. Préparez-vous. Alors donc, on va commencer avec les prix Ig Nobel. Premièrement, les prix Ig Nobel, le préfixe Ig ne veut pas dire ignoble comme tel. C'est un peu comme, on va prendre la cérémonie des Oscars, il y a les Razzies, et puis il y avait aussi les prix Darwin, mais eux autres, je les laisse tomber parce qu'il y a trop de prix Darwin aujourd'hui, c'est complètement une surabondance. Cependant, il reste les prix Ig Nobel qui sont à peu près mes préférés, pour la raison qu'elles sont fondées dans la science actuelle, la science telle qu'on voit aujourd'hui au niveau des recherches, entre autres, des financements de gouvernement. C'est de la science sérieuse. C'est de la science sérieuse. Et puis, il faut que le sujet lui-même semble totalement incroyable, absurde, stupide, mais après réflexion, et c'est là qui est important, il faut qu'on y pense un peu pour découvrir vers quoi ils veulent aller. Et c'est à toutes les années. Alors, je vous présente rapidement les lauréats pour 2021. Comme beaucoup de choses, ça a souvent l'air fou. Ça a l'air fou. Quand on sait de quoi il s'agit, c'est pas si fou que ça. C'est exactement le principe. Alors, le prix de biologie, pour commencer, a été accordé à des équipes en Suède. Là, je ne nommerai pas tout le monde parce qu'il y a des dizaines de personnes dans ça. C'est l'analyse comparative des ronronnements, des feulements et des chuintements et autres sons émis par les félins en tant que mode de communication. Pourquoi qu'on étudie ça? Bien, il y a une étude acoustique dans ça qui est comparative. Il y a la phonétique qui est impliquée dans ça, comment les humains perçoivent la mélodie, comment qu'on perçoit l'intonation. Donc, conséquemment à cette recherche-là, qui est uniquement basée sur les chats, mais il y a aussi d'autres animaux, ils parlent des chats sauvages ici, entre autres, ça va nous amener vers d'autres aspects de la science, comme je parlais, de l'acoustique, entre autres. Le deuxième prix, cette fois-là, c'est l'écologie. On est en Espagne et l'Iran qui le remporte. C'est l'utilisation de l'analyse génétique afin d'identifier les différentes colonies de bactéries qui se développent sur les chics de gomme à mâcher dans différents pays. C'est pas décrit de même, en fait, c'est The Wasted Chewing Gum Bacterium. C'est un bactérium. C'est une étude qui est quand même assez importante parce qu'on peut déterminer avec ça les mouvements des populations, entre autres. Et puis des maladies, et toutes sortes de facteurs génétiques qui peuvent être analysés en ramassant la gomme qui est collée en dessous des chaises un peu partout sur le sol. C'est très sérieux, en tout cas, pour probablement découvrir des cures génétiques, s'il y en a, et faire avancer la science en général à ce niveau-là. Troisième catégorie, le prix de chimie. Cette fois, c'est l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, la Grèce, le Chypre et l'Autriche. L'analyse de l'air dans les salles de cinéma, afin de déterminer si les composés volatiles humains, appelons ça comme ça, les odeurs produites par le public indiquent de façon fiable les niveaux de violence, de sexe, de comportement antisocial, usage de drogue, langage obscène et autres trucs impacts dans le film regardé. Est-ce qu'on dégage des hormones différentes? Semble-t-il, comme l'odeur de la peur. Ben voilà. Et voilà. Donc, cette épreuve-là, elle va servir surtout, je crois, l'industrie cinématographique, bien que ça implique d'autres aspects comme la biochimie et ainsi de suite, est peut-être moins utile pour l'humanité en général, celle-là. L'économie. Alors, France, Suisse, Autriche, Australie, République tchèque, Royaume-Uni, pour la découverte que l'obésité des politiciens, c'est un excellent indicateur du taux de corruption dans les gouvernements. Ça semble très logique. D'ailleurs, ces études-là ont été faites surtout dans les pays post-URSS. Okay, alors, on a vu plusieurs dictateurs et autres corrompus qui Quand ont on dit fait qu'ils le petit tour et s'en vont. du public, c'est souvent littéral. Bien, alors, voici qu'il existe une recherche sur le domaine de l'économie. Ça semble être quand même une bonne place. Médecine.
Autre catégorie, Allemagne, Turquie, Royaume-Uni cette fois, pour la démonstration que les orgasmes sexuels, on voit qu'il y en avait d'autres sortes, là. Ça, il y en a toujours un comme ça, hein, à chaque année, sont aussi efficaces que les décongestionnants afin de dégager les voies respiratoires. Ben, tenez-vous là pour dire. Là. Alors, can sex improve nasal functions? Il semble que oui. Alors, les résultats vont nous le dire. Peut-être qu'on va voir disparaître les médicaments, ces tablettes, et voir apparaître d'autres solutions. Qui sait? Le prix de la paix. Cette fois, les États-Unis, aussi étonnant que ça soit, mais c'est parce que pour avoir testé l'hypothèse que la culture de la barbe pour les hommes, OK, a évolué afin de se protéger des claques à la gueule et des coups de poing au visage. C'est bien pensé, mais de toutes les époques, on regarde juste, par exemple, le tournant du 20e siècle, la fin du 19e siècle, Victor Hugo et compagnie, les barbus notoires, puis on voit une ressurgence. Il y a des Vikings maintenant, pratiquement tous les coins de rue. Il ne faut pas oublier qu'il y a des peuples, là, comme les Asiatiques et les Amérindiens, chez qui ils poussent très peu de barbe. Est-ce que ça veut dire qu'ils seraient dû pour recevoir des claques à la gueule? Et que dire des femmes? Il va falloir voir les résultats de l'étude là, pour le savoir. Alors, ici, on se retrouve en physique. Ça, c'est toujours un de mes prix préférés. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé, eux autres? Ils ont tenu un programme d'expérience afin de déterminer pourquoi il y a souvent des collisions entre les piétons. OK. Mais non, si on fait cette étude-là, c'est des modélisations qui sont basées sur des mouvements physiques. Donc, ça prend des ordinateurs, des super ordinateurs, pour calculer ces modèles-là au même titre que la météorologie, par exemple. Ou le trafic. Ou le trafic. D'ailleurs, c'est lié à ça. Si on a, par exemple, un stade qu'il va falloir vider en cas d'urgence, ces études-là vont vraiment être importantes parce qu'il semble qu'il y ait une anticipation mutuelle qui peut contribuer à l'auto-organisation des foules humaines. En tout cas, on va les laisser continuer à chercher dans ça, puis on va aller à notre prix suivant, qui est celui d'entomologie. Les petites bébites. Les États-Unis, cette fois-là, on comprend pourquoi. C'est une étude sur une nouvelle technique permettant de contrôler les coquerelles à bord des sous-marins. Ça peut être important si on est à bord d'un sous-marin. Surtout pour la US Navy et puis probablement les autres marines du monde aussi. C'est ça. Et je vais conclure avec le prix pour le transport qui a été donné à la Namibie, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Zimbabwe, le Brésil, le Royaume-Uni et les USA afin de déterminer à l'aide d'expérimentations s'il est plus sécuritaire d'arrimer les rhinocéros à l'envers durant les transports aériens, de les suspendre. Alors, ces animaux-là, il faut dire qu'ils meurent quand ils sont couchés sur le flanc. Alors, c'est très important. Il faut en prendre soin parce qu'ils sont en danger de disparition. Je ne pourrais pas dire mieux que ça. Alors, toi, tu vas nous parler d'un autre phénomène, mais cette fois, c'est un phénomène du Québec. Je te laisse avec Lily Saint-Cyr. C'est ça. C'est un procès spectaculaire qui a eu lieu en 1951, un procès qui a été marquant à certains égards, qui implique la stripteaseuse célèbre Lily Saint-Cyr. En passant, s'il y a des gens qui s'appellent Saint-Cyr et qui se demandent s'ils sont parents avec Lily Saint-Cyr, je suis désolé de vous décevoir, c'était pas son vrai nom. Son vrai nom, c'était Willis Marie Van Schack Minsky. Elle est née au Minnesota, à Minneapolis, en 1918. Elle n'a jamais parlé français. C'était pas utile à Montréal dans les années 50. Il faut s'en rappeler. C'est comme aujourd'hui un président, quand on est président d'Air Canada. Mais Lily Saint-Cyr va être très importante à Montréal. Et Montréal va être important pour elle aussi. Elle va y faire son nom largement. Lily Saint-Cyr est donc une jeune fille qui a été élevée par ses grands-parents, les Clark Vest. Elle a eu une enfance un peu difficile, pas parce qu'il y avait des abus ou quoi que ce soit, mais plus parce qu'on déménageait tout le temps. Puis elle a découvert un jour que sa mère n'était pas sa vraie mère, puis bon, des choses comme ça. Donc, très jeune, elle quitte la maison et part à l'aventure. Et elle va se promener à travers les États-Unis, va se lancer dans le show business, va devenir chorus girl et éventuellement va commencer à faire des numéros solo de striptease. Le striptease, il faut se rappeler, ça dérive
de ce qu'on appelait le burlesque. Le burlesque qui était des spectacles destinés à la classe ouvrière où il y avait, bon, des sketchs, des comiques qui passaient, mais il pouvait aussi avoir des acrobates. Et il y avait toujours une scène, souvent dans un sketch, où une fille se déshabille. Ça a fini par devenir un spectacle en soi qu'on va appeler le striptease, mais on va voir qu'avec Lili Saint-Cyr, on va passer à un autre niveau. Donc, elle va faire ses débuts dans un endroit qui s'appelle le Florentine Garden à Hollywood. C'est là qu'elle va faire ses débuts en solo. Et le premier numéro ne va pas très bien marcher, mais on va trouver une solution pour avoir un attrait supplémentaire. Elle va avoir son G-string, va être attaché après un fil à pêche. Et à la fin du spectacle, au moment où le rideau tombe, quelqu'un tire sur le fil et le G-string s'envole. Vaudeville. On va appeler ça le Flying G. Ça va permettre à notre jeune fille de se faire un nom. Elle va décider vraiment de s'en aller dans le spectacle. Mais on ne peut pas faire carrière dans le spectacle quand on s'appelle Willis Marie Van Schakninski. C'est pas vendeur comme nom. Alors, elle va chercher un nom. Elle va voir dans un magazine, on parle de l'Académie de Saint-Cyr en France. Elle va trouver que c'est un beau nom intéressant. Elle va devenir Lili Saint-Cyr et c'est là qu'elle va faire son nom. Elle va donc se promener à travers les États-Unis et finalement, une revue artistique à Miami va dire qu'une nouvelle étoile est née. Pour dire que et il faut dire que c'était, en plus d'avoir, on va le voir, du talent, c'était une très, très jolie femme. Ah, voilà. Et donc, une grande blonde qui vient à Montréal, finalement, en 1944. Et elle va faire ses débuts dans le cabaret Le Gaieté, qui est en même temps un restaurant. Puis bon, c'est dans le Red Light de Montréal, quartier où on a beaucoup de cabarets comme ça, mais au départ, c'était le quartier des bordels. Mais s'y sont ajoutés des maisons de jeux clandestines et par la suite, des cabarets qui sont venus s'installer là, dont plusieurs font passer des grandes vedettes. Souvent des gens qui commencent, mais qui vont devenir des grandes vedettes. Frank Sinatra va commencer là, Jerry Lewis aussi. Donc, elle commence en 1944 et va faire un spectacle. D'abord, le spectacle doit commencer à minuit le dimanche soir. Pourquoi? Parce que le dimanche, on n'a pas le droit on ne peut pas avoir de spectacle ouvert le dimanche. Donc, le cabaret ne peut pas être ouvert le dimanche. Donc, on ouvre à minuit. Donc, on est le lundi, techniquement. Donc, on va commencer. Et ces spectacles sont extrêmement chorégraphiés. C'est pas improvisé, comme c'était souvent le cas du striptease. À minuit 5 minutes, le rideau se lève tranquillement. Il y a un orchestre qui commence à jouer. L'orchestre de Len Howard, pour ne pas le nommer. Et le premier spectacle de Lili Saint-Cyr à Montréal va utiliser un décor oriental au centre duquel il y a un Bouddha. Et là, il y a tout un scénario, il y a de l'encens qui brûle, et elle a une ceinture de chasteté dont elle doit dont elle doit se débarrasser pour retrouver son amant. Et là, il y a toutes sortes de mouvements parce qu'elle cherche la clé, etc. Et elle finit par s'en débarrasser de la ceinture de chasteté et elle enlève tous ses vêtements, évidemment. Et juste avant qu'elle soit complètement nue, le rideau tombe. Ça a été le coup de foudre entre Lili et Montréal. Elle va écrire dans son autobiographie, des années plus tard, « Montréal a été une ville enchantée pour moi. D'un autre côté, Montréal est à genoux, littéralement, devant Lili Saint-Cyr. En quelques mois, ça devient une célébrité au point que on apprend bientôt qu'il y a des hommes d'affaires de Toronto et de Winnipeg qui arrangent leurs horaires pour quand ils ont à se déplacer en train pour passer à Montréal quand Lili Saint-Cyr est en spectacle au Gaieté. Ça passe toutes ses notes de frais, évidemment. Et donc, bientôt, elle est en demande ailleurs. New York, Los Angeles, Miami, San Francisco, puis une petite place qui s'appelle Las Vegas, qui commence à pousser dans l'Ouest américain, mais elle revient toujours à Montréal. Durant cette période-là, fin des années 40, là, elle va varier son numéro. On va abandonner le décor oriental. Ça va être une jungle africaine inspirée des films de Johnny Weissmuller. Elle devient la déesse de la jungle. Il va l'avoir la femme loup, l'après-midi d'un faune inspiré de Stravinsky. Rien de moins. Elle va avoir des spectacles à thème de suicide. Puis toutes sortes d'accessoires, baignoires, miroirs, vanité, cintre. Elle va être Cendrillon, Cléopâtre, une fiancée, un matador et Salomé, mais ça, on va en reparler.
Alors, à chaque soir après son dernier spectacle, elle honore de sa présence quelques bars et nightclubs à Montréal, entourés d'une cour de célébrités. On va la voir au bras de Boum Boum Geoffrion, de Yvon Robert, le lutteur, du promoteur Eddie Quinn, du gangster Harry Shipp et du champion du monde de boxe Rocky Marciano. Tout ce monde-là va faire son tour à Montréal et se fait photographier avec Lili Saint-Cyr. Et elle va connaître évidemment beaucoup d'amants, elle va se marier 6 fois, elle va être un bout de temps la maîtresse d'Orson Welles, entre autres, et elle choisit de préférence des hommes au portefeuille bien garni qui sont capables de satisfaire sa boulimie de fourrure, de bijoux, de voyages en Europe et de voyages en transatlantique. Elle va déclarer de manière assez candide, ils sont assez bêtes pour payer, puis moi j'ai toujours besoin d'argent. C'est une franchise rafraîchissante. Et elle va toujours défendre considérer qu'elle aime beaucoup Montréal, même si elle ne s'est jamais donné la peine d'apprendre le français. Mais à l'époque, à Montréal, on disait que Montréal était la plus grande ville française de langue anglaise au monde. Et même aujourd'hui, on a pu voir qu'on peut être président d'Air Canada puis juger qu'on n'a pas besoin du français à Montréal. On peut même être gouverneur général et pas parler le français. Mais par contre, 30 ans plus tard, elle va faire écrire sa biographie, Ma vie de stripteaseuse, en français. Ah oui? Elle était une des 3 stripteaseuses les plus connues à l'époque. Il y en avait les 2 autres étant Gypsy Rose Lee et Anne Corio, mais elle était connue, ces 2-là, pour leur vulgarité. Elle s'est vraiment considérée comme une artiste de grande classe. Alors, en 1951, elle décide de fêter son histoire d'amour avec Montréal. La Saint-Jean-Baptiste approche. Alors, on va faire un petit clin d'œil canaille à ses admirateurs francophones. Elle annonce pour la fin juin un spectacle ayant pour thème la danse de Salomé devant Hérode. La danse des 7 voiles. Entre autres, c'est une des adaptations. Au départ, ça a l'air d'une bonne idée. Lili Saint-Cyr aime les thèmes orientaux, puis Salomé, on parle d'une danse au Moyen-Orient et c'est lié, Salomé est un personnage lié au saint patron des Canadiens français, Saint Jean-Baptiste. C'est dans le recueil, la mère de tous les recueils d'histoire orientale, la Bible. Rappelons les faits, tels que c'est dans le livre dit Livre saint. Hérode, qui est le tétrarque de Galilée, c'est le méchant de l'histoire, lui. Il a fait arrêter et emprisonner le prophète Iocanaan, dit Jean le Baptiste, qui lui reproche diverses turpitudes, et dont de celle d'avoir épousé Hérodiade, la femme de son défunt frère. Ça ne se faisait pas apparemment à l'époque. Et Hérodiade a une jeune et jolie fille du nom de Salomé. Et voici ce que raconte l'Évangile selon saint Matthieu. Le jour anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa en public, et elle plut à Hérode, qui lui promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. Et elle, à l'instigation de sa mère, « Donnez-moi, dit-elle, ici sur un plateau, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut contristé, néanmoins à cause de son serment et de ses convives, il commanda de la lui donner et il envoya décapiter Jean dans sa prison. La tête fut apportée sur un plateau et remise à la jeune fille qui le porta à sa mère. On a fait des films là-dessus, on a fait toutes sortes de choses. C'est une image qui a traversé les siècles. Des peintres s'en sont inspirés abondamment. Et c'est la tragédie mêlée à l'érotisme. Une recette toujours gagnante. L'histoire de la jeune fille qui danse devant son vieux vicieux de beau-père pour avoir la tête de Saint Jean-Baptiste, s'inspirer, comme je dis, des peintres et les poètes pendant des siècles. Donc, Lili Saint-Cyr, elle se dit, c'est une façon de souligner la fête d'une partie de son public. Sauf que, historiquement, les artistes qui se sont attaqués à ce sujet-là l'ont fait pas mal à leur risque et péril. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas du tout se faire rappeler qu'il y a de l'érotisme dans la Bible. Puis il faut dire aussi qu'à ce moment-là, dans les administrations municipales et les gouvernements, il y avait un membre du clergé qui s'appelait l'aviseur moral, qui lui dictait ce qu'il avait le droit de faire. Et à Montréal en particulier, il y avait des ligues de moralité. Et voilà. Donc, entre autres, le dramaturge anglais Oscar Wilde va apprendre à ses dépens les risques. Il va écrire une torride pièce de théâtre qui s'appelle Salomé, écrite en 1893. Ça va être interdit en Angleterre jusqu'en 1931. Et elle va être fréquemment saisie aux frontières par les douanes américaines. C'est
À la fin du 19e siècle, il y a quelques danseuses, entre guillemets, orientales, qui vont créer un spectacle qui s'appelle la danse de Salomé. C'est là qu'on parle de la danse des 7 voiles. Ça va être interdit à plusieurs endroits, dont à Toronto, où ça a fini par être autorisé en 1909, à condition que la tête du Baptiste ne soit pas représentée de façon réaliste, mais uniquement suggérée par un coussin, et que le spectacle soit rebaptisé. On a changé le titre, on a appelé ça « A Vision of Light ». Bref, Lily s'avance en terrain miné. Puis encore, aux États-Unis et au Canada anglais, Saint-Jean-Baptiste, c'est pas un symbole national. Ici, il ne faut pas oublier, c'est le saint patron, c'est la fête nationale. Et à l'époque, la fête de la Saint-Jean-Baptiste se fête avec un petit Saint-Jean-Baptiste. Mais un petit Saint-Jean-Baptiste blond, frisé, avec ses moutons, parfaitement inoffensif. On est loin du Saint-Jean-Baptiste de Oscar Wilde. Et ils n'ont pas le sens de l'humour, les élites religieuses, du tout. Alors, quand Lily Saint-Cyr annonce à son gérant qu'elle va faire ce spectacle-là, il lui dit « Tu n'y penses pas, tu ne peux pas faire ça. » Elle dit « Mais non, je suis à Montréal, les gens m'aiment, voyons. » Elle va admettre plus tard « Je me trompais. » Lorsque, dans Le Devoir, va apparaître un texte signé Marie-Joseph d'Anjou, jésuite, qui était connu à l'époque comme commentateur sur la famille et la sexualité, alors lui, il dénonce Lily Saint-Cyr sans ménagement. Quand elle danse, s'écrit-il, une frénésie sexuelle empeste le théâtre. Et selon lui, la présence de Lily Saint-Cyr à Montréal est un danger pour la morale de la jeunesse. Ça va souiller les célébrations prochaines de la fête nationale. Il est du devoir pressant des autorités de l'expulser pour de bon. Alors, une semaine après l'apparition de ce texte dans Le Devoir, qui va être repris dans d'autres journaux, la police de Montréal fait une descente au Gaîté. Lily est arrêtée et accusée de comportement, ouvrez les guillemets, obscène, immoral ou indécent, fermez les guillemets. Son gérant, Tim Conway, est également appréhendé. Et Lily Saint-Cyr va dire qu'elle lui a été très reconnaissante, que lui n'a pas dit « je te l'avais dit ». Et là, on se retrouve devant le juge en chef, Édouard Archambault. Le procès va susciter rapidement quelques ricanements, plus ou moins discrets. Parce qu'à un moment donné, le juge va commencer à devenir un petit peu impatient, parce que tous ceux qui la dénoncent, il n'y en a aucun qui a assisté en personne au spectacle. Et les témoins qui ont assisté au spectacle, bien, ils disent tous qu'ils n'ont rien vu de répréhensible, y compris 3 femmes épouses et mères de famille qui se trouvaient là le soir de l'arrestation de Lily Saint-Cyr, puis ils vont déclarer n'avoir rien vu de moralement répréhensible dans la représentation. On souligne que dans le numéro intitulé « Ève », elle a fort décemment gardé un slip et un soutien-gorge jusqu'à la fin de sa danse. Archambault va finir par en avoir assez. Le juge Archambault va en avoir assez. On acquitte Lily, puis tout le monde dehors. Bon. La Chambre de commerce d'abord, Lily porte en triomphe en sortant du tribunal. La Chambre de commerce de Montréal va y aller d'un bulletin spécial d'information dont le titre est « Bravo Lily ». Et là, on la qualifie de trésor national. On va écrire la déesse de l'amour incarnée aussi. On va écrire « Elle éveille l'adolescent, elle stimule le jeune homme, rassure l'homme d'âge mûr et rappelle aussi de doux souvenirs aux vieillards. » Ah, quel thérapeute! C'est ça, littéralement. Et en plus, on fait remarquer que si on avait expulsé Lily Saint-Cyr de Montréal, ça aurait pu faire perdre à Montréal son statut de capitale canadienne du nightlife et qu'on aurait perdu des millions de dollars en revenus touristiques. C'est un jugement qui va s'ajouter à une longue série de jugements semblables qui vont être amenés à définir les limites de ce qui est la conception montréalaise de la décence. Parce que déjà, le Gaîté avait été pris dans un procès semblable dans les années 40 à la suite d'un spectacle montrant 3 femmes nues et immobiles sur la scène. Le juge avait dit « c'est indécent lorsque ça bouge ». Ça va servir de prétexte à la police jusqu'aux années 60. Ils vont faire rire d'eux autres souvent à cause de ça. Mais comme Lily bougeait mais n'était pas complètement nue, ne s'applique pas. Donc, mais quand même, les purs peuvent se consoler en criant victoire quand même, puisque ça a empêché la tenue du spectacle pour la Saint-Jean-Baptiste. De toute façon, Lily achève en 1951 son règne à Montréal. On commence à la demander de plus en plus souvent à Las Vegas.
qui devient de plus en plus importante. Et donc, là-bas, le jeu est légal. Ce que un conseiller municipal nommé Frank Hanley réclame pour Montréal depuis des années, mais que ça paraît impensable à l'époque. On n'aurait pas dit à l'époque qu'un jour le gouvernement serait le principal organisateur de jeux au Québec. Alors, Lily va finir par partir pour Las Vegas, va faire une brève carrière à Hollywood, grâce à l'aide du milliardaire Howard Hughes, un de ses amants aussi, et va exercer des numéros des versions censurées de ses numéros dans des scènes de harem pour des films de série B comme Le Fils de Simbad de la RKO. Et là aussi, elle va avoir des procès pour indécence une couple de fois aux États-Unis. Ça va se terminer exactement de la même façon qu'à Montréal. Elle est le modèle préféré de Bruno Bernard, qui est le plus connu photographe de pin-up à Hollywood. Et elle va faire une des titres des tabloïds jusqu'à les années 50. Elle va revenir à Montréal dans les années 60, en 66, mais ça ne marchera plus. Mais elle va encore avoir droit à un procès qui va encore se terminer. Pour rien, elle va se retirer finalement du show business en 1970. Elle va ouvrir sa propre boîte de nuit à Hollywood. Elle va mourir à Los Angeles en 1999. Et dans une biographie de Marilyn Monroe, en 1989, un des anciens de Marilyn Monroe affirme qu'elle aurait eu une aventure avec Marilyn. Les biographes de Marilyn nient, les biographes de Lily Saint-Cyr persistent, parce que Lisa Dawson, l'éditrice du livre de Ted Jordan, dit que Marilyn s'était largement modelée sur Lily Saint-Cyr, autant dans sa façon de parler que dans sa façon de s'habiller. Et si on y pense, Norma Jean Baker, au départ, c'est une petite brune effacée avec une petite voix qui, à un moment donné, se change en blonde flamboyante qui aime les robes et les étoiles. C'est exactement l'image de Lily Saint-Cyr. Alors, peut-être y a-t-il du vrai là-dedans. Si c'est le cas, ça donne à Lily Saint-Cyr une postérité inattendue. Et c'est là-dessus que nous allons terminer cette dernière émission de la saison, de notre 10e saison depuis qu'on a recommencé à faire les émissions. Alors, on continue. Alors, mesdames et messieurs, ici André Pelchat qui vous dit au revoir et restez à l'écoute de TVCBF.